Tunisie. Alors le marché en distribution est présent en Tunisie depuis 1922, c'est-à-dire dans 4 ans, voire 100 ans. Et j'ai l'honneur, en parallèle, de présider le groupement professionnel de pétrolier, et ça c'est le titre que j'ai le plaisir de partager avec vous cette présentation sur le secteur de la distribution, ses défis, un secteur que vous côtoyez tous les jours, et tout en respectant les 10 minutes pour être plus positif, les 600 secondes qui m'ont été données. Okay. Alors, ma présentation comportera 3 parties. Première partie où je vais présenter quelques chiffres clés du secteur. Ensuite, pour montrer que les choses avancent, je vais partager avec vous quelques réalisations. Et puis, les défis du secteur. Alors, les défis du secteur seront présentés en me mettant dans la peau d'un investisseur. Un investisseur, lorsqu'il veut investir, il se... Et enfin, une fois il a pris sa décision, il dit ce sera quoi l'offre au client. Je vais parler un peu de l'offre au client. Et vous avez remarqué que je ne vais pas présenter uniquement les défis, je vais venir avec des propositions, dont certaines sont des quick wins. Vous allez remarquer dans les propositions que je propose, il y a des propositions qui sont highlightées en rouge, et pour nous ce sont des quick wins qui peuvent être, ils offrent 20 000 emplois directs et indirects. Il y a 17 installations, étant donné la nature du produit qu'on commercialise, qu'on distribue, exige de nous un respect des standards en termes de sécurité et d'environnement qui sont très stricts. Et là, toutes les installations sont parfaitement en conformité avec ces standards-là. Je parle de 850 stations-service, des capacités de stockage, et un marché qui est d'environ 3,5 millions de mètres cubes. Alors, le terme GPL veut dire gaz de pétrole liquéfié, c'est le gaz, c'est des bouteilles en gaz, pour simplifier. Alors, quelques réalisations, parce que nous considérons que nous jouons un rôle actif dans l'économie de notre pays, et quelque part, je voudrais partager quelques réalisations. Tout d'abord, durant les dernières années, il y a eu les premières journées de distribution en mai 2007, et qui ont abouti à un accord 4 qui a couvert plusieurs points très importants pour le secteur. Je ne vais pas citer les carburants premium, le marché parallèle, le stockage, etc. Il y a eu le lancement en juillet dernier du carburant premium qui offre aux clients tunisiens la possibilité d'accéder à des produits qui sont le fruit de la technologie, et ça avec l'impact sur le plan environnemental, économique, etc. Et puis un effort contenu des sociétés en termes de l'offre dans les stations-service avec des partenariats, avec des professionnels, avec le contrôle de qualité de produits, le recrutement et la formation du personnel, l'amélioration de la qualité de service, et aujourd'hui l'accessibilité. Aujourd'hui, c'est-à-dire la personne qui veut entretenir sa voiture, il peut le faire 7 jours sur 7, pendant toute la semaine, même dans des concessionnaires qui sont agréés. Alors, abordons un peu les défis. Une matrice qui représente une analyse qui a été faite sur 23 pays. 23 pays qui ressemblent beaucoup plus à la Tunisie. Alors, ce ne sont pas des pays producteurs de pétrole, bien sûr, et où on mesure, où on classifie ces pays selon 2 indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'indicateur potentiel, qui veut dire volume des opportunités du marché. Et puis, le deuxième axe, ou l'indicateur, c'est l'attractivité. Et je parle de rentabilité, l'impact du marché parallèle. Alors, mesurer l'attractivité, c'est mesurer notre capacité d'attirer des investissements. Les investissements sont estimés à 2 milliards de dinars par an. Et là, je parle que des sociétés et des grands opérateurs. Donc c'est un grand gâteau. Et la Tunisie, est-ce qu'elle a cette capacité d'attirer ces investissements ou pas? Alors, vous voyez sur l'image là, et on se pose la question, où se situe la Tunisie? Alors, la Tunisie, elle se situe là. C'est un pays dont le potentiel est dans la moyenne, mais dont l'attractivité est très limitée. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique un peu le recul des investissements en Tunisie en termes de distribution. Et là, on démarque avec les propositions. Alors, tout d'abord, ce que nous proposons, c'est vraiment
établir un contrat-programme qui se base sur une revalorisation de cette rentabilité, un mécanisme de révision pour maintenir au moins une rentabilité, un pourcentage qui est contenu dans le temps, mais qui ne baisse pas. Et puis, bien sûr, ceci en contrepartie avec un engagement d'investissement des sociétés de distribution. On propose aussi de simplifier le processus d'obtention des autorisations. On a parlé de notre défi qui consiste à la lourdeur administrative. Et là, vraiment, il y a lieu de travailler dessus pour améliorer les processus. Et enfin, je ne vais pas en faire un grand sujet, c'est le marché parallèle. Le marché parallèle, tout le monde sait que vraiment c'est un fléau au niveau national. Pour vous donner quelques chiffres, le marché parallèle dans la distribution des produits pétroliers, il frôle 30% du marché. Alors, ce qu'on partage ici, c'est un traitement consistant. Pourquoi on parle de traitement consistant? Parce que dans le passé, on a vu que la capacité des autorités de réduire ce marché parallèle. On l'a vu en 2017. Mais il y a eu un recul. Et donc la menace est toujours persistante. Et quelque part, la solution, nous, on l'a résumé en un seul mot, la clé. Comme la clé de réussite. Alors, clé pour dire quoi? Pour dire communication. Il y a eu 2 grandes campagnes de communication. Il faut continuer à communiquer pour sensibiliser les gens sur les dangers de ce secteur-là, l'impact qu'il a sur l'économie, l'impact qu'il a sur leur voiture, etc. La lutte, il faut continuer à lutter. Il ne faut pas baisser les bras, je pense. Et lorsqu'on parle de lutte, c'est en coordination avec nos pays voisins, nos pays amis et frères et voisins, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Notre marge se trouve limitée. Et puis l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire comment réintégrer les gens français. On ne peut pas nier qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur, et quelque part, il faut trouver une solution pour les réengager et les introduire. Il n'y a pas de solution miracle, je ne connais pas de solution miracle, mais il faut qu'on y pense. Alors, avec la clé, communication, lutte, engagement, c'est là, et je pense que c'est au-delà du ministère de l'Industrie, c'est vraiment un travail transversal, impliquant plusieurs ministères pour qu'on puisse avancer sur ce dossier-là. Alors, une fois on mesure est-ce que le marché est attractif ou pas, on se pose la question sur le cadre réglementaire. Alors, je vais partager quelques points, brièvement. Il y a plusieurs points, mais quelques points qui sont très significatifs. Tout d'abord, le stockage sécurité. Les sociétés ont une obligation de garder un stock de 60 jours, moyennant de prime de stockage. Les sociétés ont la capacité de garantir ce stockage de sécurité. Par contre, depuis un certain temps, on subit un rythme qui est accidenté en termes d'approvisionnement, qui ne nous permet pas de faire ce stockage de sécurité et d'avoir le risque de perdre cette prime de stockage. Et donc ça, c'est un point qui fait partie du cadre réglementaire. Un deuxième point, c'est le stockage simultané. C'est un terme qui est peut-être compliqué, mais c'est un stockage qui est demandé selon des standards de sécurité nouveaux pour tout ce qui est stockage de gaz, de GPL. Alors, dans le groupe auquel j'appartiens, si je prends la marge qu'on génère dans le GPL, on est 6 fois moins que le pays qui nous précède. On n'est pas la moitié, on n'est pas le tiers. On est 6 fois moins. Pour voir le pays qui a la marge supérieure et qui se classe juste après nous, il faut multiplier par 6 encore là. Et le stockage simultané qui est, moyennant des études d'Angers, on peut mesurer la pertinence de cet investissement, mais quelque part, il pose des problèmes techniques et de rentabilité qui sont évidents. Le GPL carburant. On a aussi, sur toute la Tunisie, on a 150 stations, mais on a seulement 5 stations qui vendent du gaz carburant. Ce qui avantage la prolifération du marché informel, avec les réservoirs de GPL, et l'usage frauduleux, c'est-à-dire qu'il y a une bouteille de GPL de gaz qui est fortement subventionnée, mais qui est utilisée à d'autres besoins, autres que domestiques, parce qu'on appelle la bouteille domestique. Elle n'est plus domestique. Voilà. Et puis, la consommation de la bouteille, aujourd'hui, avec la flambée des prix de métaux, c'est une bouteille qui devient de plus en plus chère.
On nous demande de la consigner à un prix qui est autour de 50%, qui couvre à peine 50% de son coût. Mais en parallèle, pratiquement, ce qu'on voit sur le marché, c'est que les gens la vendent beaucoup plus cher que des épiceries dans le marché. Le client, surtout dans le période de pic, de froid, les gens s'achètent au prix que nous l'achetons, alors que nous, on la consigne à 50%. Alors, des proportions, et comme je vous le dis, il y a des proportions qui sont en rouge, parce que nous considérons que ce sont des solutions qui peuvent être mises à court terme, des quick wins. Alors, une revue de la politique en termes de stockage, de stock de sécurité. Juste 2 minutes. En minutes, bon, alors, 45-60 jours. Alors, mise en place d'une feuille de route traitant l'infrastructure du secteur, parce que, quelque part, aujourd'hui, avec la STIR qui a joué un rôle très très important, il faudrait vraiment voir comment on doit continuer, où est-ce qu'on va avoir les prochaines zones de stockage. Pourquoi pas penser à une libération partielle du marché, c'est-à-dire à l'approvisionnement, mais pas à la vente. Favoriser un cadre réglementaire pour le gaz, c'est facile. On a déjà fait, il faut revenir dessus. Et création de bouteilles, on ne va pas s'attarder. Création de bouteilles de GP destinées au marché hors domestique et revoir le montant de la consignation. Alors, je terminerai par ce dernier slide qui traite de l'offre produit. 3 sujets qui sont très simples. On a 2 usines de lubrifiants. On produit des usines, les lubrifiants qui sont produits par ces usines sont les mêmes qualités, les mêmes spécifications que les lubrifiants qui existent au Japon, aux États-Unis, en Europe, partout. Pourtant, on a des gammes que nous produisons et qui sont appliquées. Alors, par des tiers qui ne respectent pas les exigences que nous devons respecter. Deuxième point, l'essence 98. Aujourd'hui, le client se trouve limité par le choix de l'octave de carburant. Alors, il n'a que l'indice d'octave 95, alors on peut offrir le 98. Il a le gasoil sans soufre et puis le gasoil soufré. Le gasoil, aujourd'hui, on fournit 5 produits pour une station. 2 types d'essence, 2 types de gasoil sans soufre et un gasoil soufré qui n'existe plus en Europe et qui n'est commercialisé que par 40% des pays en Afrique, et ce sont des pays producteurs, la majorité des pays producteurs. C'est-à-dire, c'est un produit qui est obsolète, qui ne répond plus aux exigences. Et là, il y a un mécanisme à mettre pour vraiment faire le phasing out du gazoil soufré. Et là, c'est les propositions dont je viens de parler. La revue de Charles, réduction de la portion des lubrifiants, lors de l'introduction de l'essence 98, en tant qu'essence premium, et ça c'est vraiment à l'avantage pour alléger les subventions, et mise en place d'un plan conjoint de l'application du gazoil soufré, si on peut, de l'investissement. Je vous remercie pour votre attention.